Donc Maurice, tu es le grand spécialiste en Alsace du bio, fondateur de Bio Bernay, la biodynamie. Tu es un des, combien, 30, 40 ans? Il y a plus de 40 ans que tu fais ça, que tu as commencé ça. Ouais, une trentaine d'années. Je faisais ça dans mon jardin déjà avant d'être agriculteur, tu vois. Ah ouais, donc ça a été tombé dans la marmite comme Astérix, Obélix, pardon. Et on va pas parler de ça parce que tout le monde te connaît comme celui qui parle de la biodynamie, de bio, tu as fondé des événements, ça continue à prospérer, tu as baroudé dans tous les pays du monde, tu es allé voir toutes sortes d'agriculture, on parlait juste avant de la Chine, enfin bon. Et moi, ce qui m'intéresse, puisqu'on est dans la chaîne du Forum des médecines de l'âme, et que tu es intervenu au Forum des médecines de l'âme, c'est quel est le lien aujourd'hui que tu pourrais faire entre le fait d'avoir un esprit bio, une pratique bio, des convictions bio, et l'âme, et la nature profonde, spirituelle de l'être humain. Est-ce que toi tu fais un lien, ou est-ce que tu restes purement dans la diététique, par exemple, le fait de manger sainement? Est-ce que toi tu y mets une dimension spirituelle? Et est-ce que c'est interrelié, ta pratique et la spiritualité? Question piège. Mais tu m'as dit, pose-moi n'importe quelle question, donc j'y vais. Hein. Non, mais tout à fait, il n'y a aucun souci. Ce que j'ai dit dans l'intervention avant et qui est intéressant pour moi, c'est à l'époque, tu vois, après la Première Guerre mondiale, donc les gens s'inquiétaient de l'avenir de l'agriculture. Parce que les usines qui fabriquaient la matière première pour les bombes, on leur a dit maintenant vous allez faire des engrais pour les champs, l'azote entre autres, donc c'est la même origine, donc c'est une origine déjà un peu bizarre, tu vois. Et donc ils s'est inquiété. Un peu mortifère. Et effectivement ils sont allés voir Steiner. Steiner a mis au point une méthode qui a surpris tout le monde aussi. Mais en fait, ce qu'il a dit aussi, et que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est que pourquoi il a répondu à cette demande, c'est pour qu'il y ait des gens qui puissent produire des aliments qui correspondent à la nature humaine, c'est-à-dire qui leur permettent de continuer leur évolution spirituelle. Carrément. Et ça, c'était son intention, si tu veux, dans cette méthode. Dans la biodynamie. Dans la biodynamie. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de savoir quelle est l'intention des gens, quelle est l'intention de départ. Et donc la biodynamie en 1924, c'est aussi c'est les prairies, c'est l'équilibre entre l'élevage et la culture, c'est la rotation des cultures, c'est les légumineuses, c'est les traitements à base de plantes, de préparation de plantes, leur pulvérisation, plus les pulvérisations biodynamiques très particulières. C'est aussi le cosmos parce que l'agriculture c'est de la photosynthèse, donc ça dépend du soleil. Les plantes sont sensibles à toutes les planètes. Tu vois, il y a pas de marée sans lunaison et les plantes et les animaux c'est 90% de liquide. Donc tout le monde est soumis à ça. Et je pense qu'autrefois, c'était encore beaucoup plus flagrant. Aujourd'hui, le monde est tellement artificialisé qu'on ne ressent plus ce genre de choses-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est, oui, je veux bien, mais parce que ça permettra à l'être humain de continuer d'évoluer spirituellement. C'est-à-dire que lui, dès le départ, il va lier la pratique agricole, la consommation, avec une spiritualisation possible ou pas. Ça veut dire avec l'être humain, il est sur Terre pour se développer. Tu vois, effectivement, on se développe physiquement quand on est tout petit, on grandit et tout ça. Mais après, il y a autre chose. C'est l'âme, c'est l'esprit. Et donc, pour développer ça, il faut se mettre dans des conditions qu'il faut. Et une des conditions, pour lui, c'était l'alimentation. Il faut qu'il y ait cette énergie subtile. Les Indiens m'ont parlé de prana, d'autres vont parler des hindous, etc. Et il faut quelque chose de subtil, il faut la vie pour entretenir la vie et pour permettre à la qualité de la vie. Et la qualité de la vie, pour lui, c'était le développement spirituel. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, mais nécessaire. Tout à fait. C'est ça. Après, l'autre condition, c'est quelle est la conscience quand tu manges. Et ça t'aide à profiter de cet élément subtil dans l'aliment. Donc c'est la conscience du repas, il y a un truc à passer comme ça, l'attention que tu donnes. Et quand tu es attentif à ça, tu es aussi content d'avoir quelque chose à manger. Et donc tu peux être dans la gratitude aussi de ceux qui ont produit, de ceux qui ont fait, de ceux qui ont cuisiné, de ceux qui t'ont servi quand tu as été servi, etc. Donc il y avait tout ce filet, toute cette chaîne dès le départ. Donc je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs j'en ai parlé hier à quelqu'un qui a fait une formation en biodynamie. Et qui découvrait ça, donc ça veut dire que même quand on fait une formation pendant 2 ans, biodynamie, on te parle jamais de ça. Quelle est l'intention et l'origine et le départ, tu vois, de la chose. Et l'agriculture biologique derrière, qu'est-ce que c'est devenu? En fait, c'est devenu une simplification de la biodynamie, si tu veux.
avant la biodynamie, avant la Première Guerre mondiale, tout le monde faisait de l'agriculture traditionnelle. Donc, on n'avait pas accès aux produits chimiques, aux pesticides, aux engrais. Donc, c'était traditionnel, mais c'était pas obligatoirement durable. Tu vois, donc, on épuisait le sol et des fois, ça allait plus du tout. Là, c'est le départ de l'agriculture biodynamique et l'agriculture biodynamique s'est simplifiée. Aujourd'hui, c'est une réglementation européenne qui disent que tu as le droit de faire, c'est une norme, donc pas d'engrais, pas de pesticides de synthèse, une rotation des cultures, des légumineuses, donc quelques éléments de l'époque sont retenus et sont toujours valables, mais toute la subtilité, l'impact de la personne qui fait ça, les préparations biodynamiques, le pourquoi on le fait, ça s'est perdu. D'ailleurs, là, du coup, Maurice, ça fait un paradoxe, parce que moi, je connais personnellement un viticulteur, par exemple, un jeune, dans ma région, qui avait l'état d'esprit de faire du bio, de dire, ben oui, moi, ça me semble évident de faire du bio. Et quand il a vu le cahier des charges et les trucs qu'on lui demandait, il a laissé tomber. Alors, il a fait ce que lui pressentait ou avait envie, mais il n'a pas l'appellation, comme on dit, c'est-à-dire qu'il peut pas vendre son vin bio plus cher avec une mention. Ça te parle, ça aussi? Tu vois ça, des fois? Non, rarement. Parce qu'en fait, le cahier des charges, il est relativement simplifié, mais c'est contraignant. Il faut savoir qu'il y a deux mondes, tu vois. Il y a le monde classique et il y a le monde de l'alternative. Dès que tu veux faire de l'agriculture biologique, il faut avoir la connaissance, il faut se former, c'est des efforts. Et il faut être un peu vulnérable parce que les conditions météo, si elles sont difficiles, pour toi aussi elles sont difficiles et tout ça. Et le résultat n'est pas entre tes mains. Et bien sûr, on vise beaucoup moins haut en termes de rendement. Et donc, l'objectif, c'est une qualité. Et après, il faut arriver économiquement à valoriser cette qualité. Sinon, t'es mort économiquement. Donc, tout ça, c'est beaucoup de choses. Donc, les gens qui sont dans le moule classique conventionnel, effectivement, pour eux, même passer en bio, c'est une révolution. Ouais, alors là, passer en biodynamie, je ne sais même pas comment on pourrait l'appeler. En plus, révolution plus. Et il y a un travail personnel à faire, en fait, de formation et de tout ça pour changer de monde. C'est comme un praticien, quelqu'un qui pratiquerait de façon classique à l'hôpital et qui à un moment décide de s'installer comme praticien alternatif, il a intérêt à se former, à s'entraîner, à être à l'aise, à connaître son discours, à savoir à quelle clientèle il s'adresse. Donc, ça change complètement le métier. Et donc, dans ce sens, il a raison. Ouais. Et puis, le plus dur, dans ce que tu cites comme exemple, là, c'est de quitter un paradigme qui nous a formatés pour aller dans un autre paradigme dont on ignore tout, en fait. Tout à fait. C'est compliqué, ça. Et donc, moi, quand j'ai décidé de convertir les terres agricoles de mon père en agriculture biologique à partir de 92, les gens me disaient, c'est n'importe quoi, ça va pas durer, ça va durer 2 ans, quand il y aura plus d'engrais, de chimie dans le sol, etc. Mais moi, j'avais fait des études d'agriculture bien supérieures à eux, et je m'étais intéressé au sol, comment ça marche. Et aujourd'hui, le discours, il est un peu plus tranquille. Mais à l'époque, c'était, de toute façon, ça va pas marcher ton truc, et c'est clair. Et donc, on avait beaucoup de bâtons dans les roues. Et en fait, les bâtons, c'était psychologique. C'est tu sors du moule, tu sors du cadre, et c'est tout. T'es le bouton noir, quoi. Mais à partir du moment où tu sais ce que tu vas faire et que tu as la vraie intention ferme, pas de souci, les gars, ils peuvent discuter. Le problème, c'est qu'eux, ils sont déjà tous morts, là. Et nous, notre ferme, elle est toujours là, elle est prospère. On est à 10 à en vivre, alors que c'est une toute petite ferme de 22 hectares, tu vois. Oui. Et ça marche très bien. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que toi, tu as l'expérience des débuts, tu as l'expérience du chemin, et puis tu as le résultat maintenant. Donc quand on parle de la question de départ, de dire ce que Steiner pressentait, c'est qu'il fallait qu'il y ait l'agriculture bio avec une nourriture bio pour pouvoir développer le spirituel, toi, tu peux témoigner de ça. Oui. Parce que toi, tu as fait tout ce chemin et que tu peux témoigner que ça marche en fait. Pour toi, pour ta santé, pour tout. Pour ta santé économique aussi. Tout à fait, ça marche. Mais c'est sûr qu'on vise pas des rendements de fou, on vise la qualité. Moi, pourquoi j'ai fait de l'agriculture, c'est pour nourrir les gens. Et les nourrir sainement, tu vois, pour pas regarder les gens dans les yeux comme ça, si je leur vendais des produits qui sont vides, ou qui sont pleins de chimie, ou de pesticides, ou qui sont déséquilibrés en minéraux, en oligo-éléments, parce que je sais que tout ça, ça va les rendre malades déjà physiquement. Sans compter toutes les maladies de l'âme et toutes les influences qu'on subit dans notre société relativement compliquée. Toutes les technologies, toutes ces choses-là, on le connaît, on le sait, on sait que ça aura des influences, tu vois. Ça n'existe pas quelque chose qui n'a pas d'impact sur le physique et sur le subtil même. Tout ce qu'on met dans la bouche. Tout ce qu'on met dans la bouche, même tout ce qu'on regarde, les impressions, tout ce qui tourne, tout ce qu'on respire, quoi. Les pesticides, on sait qu'une partie des pesticides, elle se retrouve dans l'air. Et là, on respire à chaque instant. Une partie des pesticides se retrouve dans l'eau, donc on boit tout le temps, etc. Donc on est agressé de partout.
Et effectivement, face à ça, il faut vraiment... L'idée, c'est d'être déterminé, de savoir ce qu'on veut. Et à partir de ce moment-là, on fait son chemin tranquillement, quoi. Et c'est un long chemin. Oui, c'est un long chemin. Puis quand tu dis tranquillement, c'est l'état d'esprit, c'est pas le rythme. C'est l'état d'esprit, c'est pas le rythme. Oui, parce que quand on parle des nouveaux pesticides qui arrivent, de tout ce que l'industrie chimique développe, puis t'es pas loin de l'Allemagne, hein, de Bâle, t'es pas un peu pessimiste sur l'avenir? Parce qu'on voit l'extinction des insectes, on voit l'extinction des oiseaux, on voit tout disparaître. Et comment tu es par rapport à ça, toi? C'est-à-dire, il y a une dizaine d'années, j'étais très optimiste, parce qu'on avait l'impression que le côté développement durable, protection de l'environnement, essayer de faire quelque chose par rapport à ce dérèglement climatique, développer l'agriculture biologique, biodynamique, c'était vraiment dans l'air du temps. Et tout ça, ça progressait en plus concrètement. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on se réveille, on fait le bilan, on a l'impression que maintenant, il faut investir dans l'armement et c'est réglé. Tu vois, et avec ça, on va pas dormir tranquille et on va pas vivre sans peur. Oui, non, mais il y a des gens qui vont te dire que grâce à l'argent qu'on va mettre dans l'armement, on va développer de nouvelles technologies qui viendront en aide à l'agriculture après. Ça va ruisseler, tu vois le truc. Oui, c'est ça. Non, le phénomène du ruissellement au truc, non, pas encore pour le moment. Donc il y a 10 ans, on était relativement optimiste. Et pourquoi j'étais optimiste? Moi, je suis arrivé dans ce monde de l'agriculture dans les années 80. Il y avait rien. Il y avait 50 producteurs en Alsace. Aujourd'hui, il y en a 1600. Ah ouais. Donc on a progressé à ce niveau-là. Tu vois, il y avait très peu de consommateurs. Aujourd'hui, nous, on est dans un village et on a 15 kilomètres aux alentours, on a 500 clients qui viennent toutes les semaines acheter nos légumes biodynamiques à la ferme. Donc ça, même en rêve, je l'avais pas vu arriver. Donc, une particularité de la France, c'est que l'agriculture biologique s'est bien développée. Donc, 10%, 15% des surfaces et des paysans en France. Donc, 1 sur 10, c'est pas rien. Hein. La consommation s'est bien développée. C'est-à-dire, le consommateur français a soutenu et a répondu à ça. Dans les autres pays, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, le pays où on consomme le plus de produits biologiques, au niveau mondial, ce serait lequel, d'après toi? En termes de chiffre d'affaires bio, c'est les États-Unis. Donc, 45% des produits bio certifiés dans le monde sont consommés aux États-Unis. Donc, c'est quasiment la moitié de ce qui se fait. Et les États-Unis produisent quasiment rien. Ils ont moins de surface bio aux États-Unis que nous en France. Et leur pays fait 15 fois la taille de la France. Donc, ils achètent, ils font du sourcing, etc. Et il y a autre chose aux États-Unis, c'est si tu achètes pas bio, t'es garanti d'avoir tous les pesticides du monde, t'es garanti d'avoir les OGM et tout ça. C'est même pas un risque, c'est une garantie chez eux. Et donc, quand tu veux faire alternative et un peu faire attention, le seul truc qui te reste, c'est acheter bio. T'es plus pessimiste que Pierre Rabhi, là. Chez nous, on n'est pas soumis à la même tension, à la même contrainte. Tu peux encore avoir des produits, tu te dis, bon, c'est un peu local, mais pas rêver. Le moindre paysan éleveur en Alsace, qui n'est pas en bio et qui donne de l'alimentation à ses vaches, donne de l'OGM tous les jours, qui nous vient du Brésil, d'Argentine, des États-Unis, du Canada. Et ça c'est quelque chose qui est clair depuis 30 ans. Donc on en mange tous depuis longtemps sans le savoir, alors que la culture est interdite ici. Tu vois, donc il y a tellement de paradoxes dans ce monde, et si tu étudies pas le monde, tu peux pas t'en sortir. Et si tu commences à l'étudier et tu trouves que c'est très compliqué, et que c'est très contradictoire, beaucoup de gens à ce moment-là ils disent bon, j'arrête parce que ça me complique la vie. Non, ça complique pas la vie, ça torture l'esprit un moment et après il faut arriver à s'assagir et voir ça un peu plus clairement. Comment tu vois l'évolution de tout ça? Parce que bon, même s'il y a un développement du bio de 10-15%, ok, mais quand même cette agriculture, puis on le voit bien en France avec les mouvements agricoles, quoi. Comment tu vois l'évolution? Ça va vers quelle direction d'après toi? Est-ce qu'il y a un truc, un système qui se casse la figure? Comment tu vois ça? Jusqu'à présent, il y avait un peu une exception culturelle française dans le fait que la culture française, depuis la dernière guerre mondiale, est restée très familiale. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Tu vois, aux États-Unis, au Canada, c'est des entreprises, c'est du capital, on sait même plus qui. Quoi qu'il y ait certaines coopératives françaises. Ça pourrait. Mais bon. Voilà, quand tu vas en Russie, c'est comme ça, même en Ukraine, c'était comme ça, etc. J'étais en 2017. Et en France, on est toujours resté sur le modèle familial, cette exception, c'est bien. Mais en réalité, il est en train de disparaître. On le sait très bien depuis des années. Et qu'est-ce qu'on nous propose comme modèle? C'est une agriculture ultra connectée et ultra technique, avec des robots qui vont travailler dehors dans les champs.
Oui, en faisant croire que le paysan n'aura plus besoin d'être paysan. Bah, il n'y a pas besoin de faire croire. Aujourd'hui, il reste 400 000 paysans. Et dans 10 ans, il ne restera plus que 200 000. Donc 200 000 paysans pour cultiver la France, c'est très peu. Et c'est sûr qu'ils vont pas le faire de façon naturelle. Ils n'ont même pas les moyens de le faire. Donc on va vers une robotisation, vers une technologie. Et ça coûte cher. Et donc c'est pas l'agriculteur. Ouais. Hier, j'avais un concessionnaire qui était chez moi. Il m'a dit oui. Donc on a vendu un tracteur autonome robot dans l'est de la France. 400 000 € le tracteur. 400 000 € le tracteur. Tu te fais une maison avec ça. Voilà. Aujourd'hui, il m'a dit, on peut vous proposer des robots de désherbage, etc. C'est 100 000 € de la pièce, le petit robot qui va t'enlever les petites mauvaises herbes des carottes sur 2 lignes pour remplacer le personnel, tout ça. Donc, et tout ça, ça va être géré par Internet, par l'intelligence artificielle, par toutes ces choses-là. Et donc, il faut beaucoup de sous. Et en fait, ces gens-là, ils vont embaucher des spécialistes pour faire ça. Et derrière, il faut pas rêver, l'agriculture, les terrains sont déjà en train d'être rachetés par des sociétés et compagnie, quoi. Donc en France, c'était difficile, c'était pas possible. Mais Renault, depuis 50 ans, est propriétaire de centaines de milliers d'hectares au Brésil. Tout le monde le sait. À partir du moment où on s'intéresse à cette question-là. Donc les sociétés sont prêtes, les gens sont prêts, le capital. Et on sait que les gens... tu sais, pour l'an 2000, on nous avait dit c'est la révolution, on mangera plus que des pilules. Aujourd'hui, heureusement, on n'est pas au stade des pilules qu'on mange tous les jours. Donc, on sait quelque part que les gens auront toujours besoin de manger. Donc, ça reste, les gens, aujourd'hui, ils investissent dans les terres, ils investissent dans l'agriculture, parce qu'ils se disent c'est un marché qui est garanti. Oui, mais comme la santé. Et plus on produit une agriculture comme ça, plus les gens auront besoin de se soigner. Donc la santé, c'est un bon investissement. Comme par hasard, si tu cherchais au niveau capital derrière, c'est les mêmes qui te vendent des semences, c'est les mêmes qui te vendent des engrais, qui te vendent les pesticides, après qui te vendent les médicaments quand tu es malade, et puis à la fin, éventuellement, c'est les mêmes qui te proposent le sarcophage, le cercueil recyclé en carton, etc., pour ton enterrement. Et encore, c'est encore le même qui t'aura proposé l'assurance vie, au passage, etc. Donc c'est magnifique, ça veut dire que l'être humain il est vécu comme une marchandise potentielle et l'objectif c'est de faire du chiffre d'affaires sur chaque tête de pipe. Donc c'est pas du tout notre esprit, c'est pas du tout cette chose-là. Et si en plus il y a de l'IA qui se met là-dedans, ça va accentuer encore la robotisation. Bien sûr. Ouais. Hein. Donc ça c'est une tendance qu'on voit. Donc on va vers ça et donc quand tu as les prospective agricole, même dans les magazines, on sait qu'à 80%, on va aller vers ce type d'agriculture. Et donc, il restera 20% de place pour une agriculture alternative, donc 10% de bio et 10% d'autres choses. Ce à quoi il me vient la phrase de Coluche, et dire qu'il suffirait qu'on l'achète pas pour que ça se vende plus. Tout à fait, ouais. C'est ça. Donc, pour toi, l'avenir, c'est où on va vers cette truc complètement dévitalisé, parce qu'on est bien d'accord que plus c'est des robots. C'est comme un robot qui fait la cuisine, quoi. Ça peut pas valoir le tour de main d'un cuisinier parce qu'il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas l'intention de l'humain. Il y a juste la mécanique. La mécanique, c'est froid. Donc, ça veut dire que les aliments qu'on produit, les aliments qu'on va cuisiner à partir de ça et qu'on va consommer n'ont plus aucune vitalité autre que les glucides, protéines, machin, enfin, tu vois. Mais il y a encore de mauvaise qualité que l'être humain, l'organisme a du mal à reconnaître, donc a du mal à transformer correctement et du mal à utiliser correctement. Donc on est exactement à l'inverse de ce qu'on disait de Steiner, une alimentation de qualité adaptée à la nature humaine pour lui permettre son évolution. Donc là, on est exactement à l'inverse. Ça va aller dans le sens de l'involution. Et Steiner avait dit que ça arriverait avec Harriman, l'antéchrist et tout ça. Bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? T'as des gens comme nous qui vont discuter ou qui sont concernés par ça et qui vont agir. Et donc, une partie de la population sera branchée et l'autre partie de la population va suivre le cours des choses et va se laisser embarquer dans toutes ces histoires, quoi. D'où ça explique que vous soyez tous un peu militants, les agro, bio, écolo, tout ça. Oui. Parce que c'est le seul moyen que vous avez de faire passer vos idées et de faire que le consommateur fasse le choix de dire je préfère payer plus cher pour avoir de la vitalité que moins cher et économiser pour mourir plus vite en mauvaise santé. C'est vrai que c'est un des rares secteurs d'activité, c'est très clair. On demande aux consommateurs de payer ce surplus. Et de nous soutenir. Et il y a très peu de domaines économiques qui ont réussi à faire ça. Ouais. Et donc là, à ce niveau-là, on est vraiment très content. Et sans les
nos clients, nos citoyens, nos consommateurs, en fait, on est mort. Est-ce que le consommateur militant, quelque part, une question bête, hein, mais est-ce que ça serait pas juste que ça soit l'État qui fasse ça, qui soit dans son job d'éducation? Je te vois sourire, tu te marres déjà. Au lieu que ça soit le consommateur qui devienne militant. Ouais, tu sais bien, à un moment, on a créé des écoles pour que l'État prenne en place l'éducation de nos enfants. Oui. Et alors? Ça va se payer un jour. Et c'est fait. Et donc aujourd'hui, quand il se passe quelque chose avec les enfants, les parents n'en sont même plus responsables. Oui. Ils rejettent la responsabilité sur autre chose. Donc j'ai des enfants. Donc ma dernière a 8 ans. Donc on sait ce que c'est dans le cadre de l'école et tout ça. Donc donner ces responsabilités aux collectivités, c'est compliqué. Bon, normalement, si tu Pourtant, toi, t'es très impliqué là-dedans. Tout à fait. Si tu veux changer les choses, en fait, il faudrait réussir à changer les choses à tous les niveaux. Parce que faire beaucoup d'efforts, par exemple, on fait des efforts de triage du plastique, c'est magnifique. Derrière, on sait que 1% est recyclé et que on en produit, je sais pas combien de milliers de tonnes supplémentaires chaque année. Donc, si tu n'as pas une action au plus haut niveau de l'État, et souvent c'est au niveau de l'Europe ou d'autres pays, pour ralentir cette production ou obliger le recyclage, il n'y a rien qui va se passer. Donc, tu es obligé d'avoir les deux. Oui. Mais si on avait attendu l'État pour le développement de l'agriculture biologique, on aurait été un peu en France avec le lobbying mal barré. Les lobbying agricoles. C'était très compliqué, effectivement, quoi. Et le premier qui a vraiment mis des sous sur le développement de l'agriculture biologique, c'est un Savoyard, c'est Michel Barnier. Ah ouais. Donc moi j'avais rencontré Michel Barnier 2-3 fois. Donc quand il était ministre, je sais pas quoi, de l'agriculture, un moment, et puis je sais plus quoi. Et effectivement, à une époque où nous promettait toujours le développement du bio, c'était un discours. C'était quand sous Chirac? Ouais. Peut-être il y a 15 ans. C'était sous Chirac, au moins. Oui, c'est possible. Mais, ou sous Sarko, je sais pas. Je sais pas. Faudrait vérifier. Mais en tout cas, tout le monde avait toujours des discours. Et lui, c'est le premier qui a sorti du budget. Et à ce moment-là, il y avait des sous pour que les gens puissent se mettre en conversion, parce que c'est une période délicate. Oui, et ils avaient un soutien. Et donc, quand j'ai recroisé Michel Rocard, là, je l'ai remercié pour ça, parce que tout le monde avait du discours. Il n'y avait jamais rien dans les caisses pour nous. Michel Rocard ou Michel Barnier? Non, Michel Barnier. Et donc, et à partir de ce moment-là, les surfaces en agriculture biologique ont vraiment décollé en France. Oui, parce qu'il y avait une aide. Ouais. Parce qu'il y avait une aide, parce que la période est difficile, c'est délicat, et aussi parce qu'il y avait de la consommation. Donc si on avait dû faire confiance à l'État pour faire tout ça, ça aurait été compliqué, mais l'État accompagnait un certain moment. Donc c'est un peu de mélange. Donc il faut une cogestion. Parce que et ceux qui nous ont permis de faire tout ça, c'est les consommateurs. Est-ce que plus globalement, t'es inquiet par rapport carrément à l'avenir de l'humanité? Parce que tu sais qu'il y a des gens qui disent avec l'extinction de masse... Est-ce que j'ai une tête inquiète? Je sais pas, je creuse. Je creuse en toi. Est-ce que tu le sens mal, ce truc de l'extinction de masse, la baisse de la natalité, la baisse de la fécondité, la hausse de la mortalité? Enfin, tout va dans le même sens, on dirait. Peut-être pas pour nous deux ici, mais pour la masse, on dirait. Tu sais, bientôt il y aura des robots partout, donc ils vont prendre un peu la relève et tout ça, etc. Tu vois un robot te remplacer, toi? Ils vont travailler un peu partout, mais ils vont travailler complètement différemment d'autres choses. Donc je pense que la nature horreur du vide, il y a toujours quelque chose qui va remplacer, qui va faire des choses, etc. Mais c'est pas le sens du développement de l'humanité qu'on attend. Tu sais, pour revenir à Steiner, comme on parlait d'agriculture biologique avant, pour lui, Steiner, dans sa grande vision qu'il avait au niveau occultiste et tout ça, c'est que l'être humain, il est sur Terre pour développer une qualité que d'autres entités n'ont pas encore, c'est la liberté. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Et par contre, pour avoir le libre arbitre, il faut connaître, il faut savoir, il faut être un peu au point. Et d'après lui, il disait quand tu reconnais la vérité, tu ne peux que faire ça. Donc, t'es plus libre à ce moment-là, t'es juste libre d'aller dans le bon sens. Donc, c'est compliqué, tu vois, cette histoire. Et donc, je pense que l'humanité va continuer à se développer. Mais la Terre n'est pas le paradis, ne sera jamais le paradis. Sinon, ça s'appellerait pas Terre, ça s'appellerait paradis.
Et donc, mais nous, enfin, nous-mêmes, on aimerait bien que tout se passe bien, que tout le monde soit content, que soit heureux, que les gens soient pas malades, qu'ils puissent s'intéresser à toutes les choses qui nous intéressent. Parce que les gens qui ont du mal à survivre au quotidien, tu vois, qui n'ont pas d'appartement ou qui sont dans la rue, ils vont pas s'intéresser à tous ces sujets-là, ça c'est clair. Et donc, on a l'impression que le monde entier veut avoir de plus en plus de gens qui n'ont plus aucun libre arbitre et ils sont plus faciles à gérer. C'est vrai. Alors, et comme tout ça s'est mené un peu par l'argent quand même, qui est un peu le nerf de la guerre, et c'est pas le truc qui nous intéresse le plus, mais il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Donc c'est très compliqué. Et l'argent, c'est quoi? C'est l'avidité, c'est d'en avoir encore plus. Et apparemment, moi je suis pas un grand expert, je suis pas très expérimenté parce que j'ai pas beaucoup d'argent, si tu veux. Apparemment, l'argent et le pouvoir, c'est le truc, tu vois, qui stimule vraiment les gens. Et plus ils en ont, plus ils en veulent. Et le sexe, qui est quelque part l'énergie qui est à l'arrière-plan. J'ai écrit un livre avec ce titre-là. Ah, d'accord. Sexe, pouvoir, argent. Bah, je vais le lire alors. C'est pas encore lu. Ça parle pas de ça. Ça parle des mécanismes créateurs, mais bon. Donc, à partir du moment où tu essaies de connaître l'être humain, bah, ce fonctionnement, cette évolution ne t'étonne pas. Ouais. Parce que si tu fais pas un minimum de travail un peu sur ces éléments-là, tu peux pas tempérer un peu. Alors, justement, il y a eu des exemples, par exemple, je crois dans l'Amérique latine, où on a certaines révolutions ont dépossédé les grands propriétaires terriens pour redistribuer la terre, comme on dit, aux pauvres. Parce qu'on sait qu'un pauvre, il fait son lopin de terrain, mais il va satisfaire la nourriture de sa famille, il va devenir autonome et plus dépendant. Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver en Europe un jour? Toi en Beauce, là, que tous les champs soient... Ça ferait rêver un peu, hein? Ah bah, ça fait rêver. Est-ce que, par exemple, si vraiment on va mal, si la société va mal et que les gens ont faim, parce que là, tu vois, Tu penses d'Amérique du Sud, je pense au Brésil, j'étais plusieurs fois au Brésil, et je me souviens, il y a des régions où ils ont essayé de reprendre des terres aux grandes fermes, et je crois que le pourcentage de réussite, c'était 5%. Ah oui. De gens qui revenaient des favelas, qui revenaient des bidonvilles de la ville pour revenir à la campagne, parce que la vie rurale agricole est différente, elle est calme, elle est tranquille. Et quand t'es dans et c'est beaucoup de travail, et c'est du travail tout le temps. Puis en une génération, tu perds le savoir-faire. Complètement, tu perds complètement. Ouais. Là, j'étais au Maroc encore il y a 5-6 semaines. Donc effectivement, dans le sud marocain, ça fait 5-6 ans qu'il pleuvait pas. Là, il y a eu des pluies cette semaine, donc c'est bien. Et donc l'élevage a presque disparu. Il y a presque plus d'ânes, il y a presque plus de moutons, etc. Donc je dis pas grave, c'est momentané. Mais je peux te dire que depuis 5 ans, c'est comme ça. Tu vas voir, il y a peut-être 20% des gens qui vont redémarrer. Parce qu'ils ont appris à vivre autrement, sans devoir s'occuper des animaux tous les jours, etc., etc. Donc c'est un état d'esprit éleveur, être responsable d'animaux. Quand tu as perdu ça pendant quelques années, je suis sûr qu'il y en a très peu qui vont revenir en arrière. Donc ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Et aujourd'hui, c'était en 2020 là, quand il y a eu cette fameuse, ce qu'on appelle la pandémie. Donc quand il y a un appel à tous les volontaires pour aider en agriculture, tu as vu ce que ça donnait. Ça a donné la communication et un flop sur le terrain. Parce que chez nous, les gens, quand ils viennent chercher du travail et qu'ils se rendent compte que c'est le travail agricole, là, c'est très compliqué. La terre est basse. Et plus t'es grand, et comme on grandit de plus en plus la terre est basse. Donc c'est compliqué. Donc c'est un travail. Quand il pleut, t'es mouillé. Quand il fait froid, etc. Donc t'as intérêt à être en forme. Et c'est un vrai travail. Et donc nous, on a accueilli beaucoup de jeunes qui voulaient revenir en agriculture. Le taux de réussite, alors que c'est des gens motivés au départ déjà, avec une intention forte. Ils sont pas obligés. Le taux de réussite est peut-être de 10%. Tu vois. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des milliers de jeunes qui ont une formation supérieure. Moi, je pense, on a accueilli une étape du Tour de France des fermes d'avenir. Et donc, c'est des centaines de jeunes qui sont arrivés de toute la France avec des bagages pas possibles en informatique, en machin, en audiovisuel. Et, je veux dire, ils étaient tous à bac+5 presque. Et le rêve, c'était de devenir agriculteur. Même avec cette volonté forte, je connais pas 10% qui ont réussi à faire le truc. Parce que l'agriculture, c'est un état d'esprit, c'est un métier, c'est une passion, c'est une vocation quelque part. Et c'est très exigeant. Et c'est pas seulement exigeant pour des raisons administratives, parce qu'on a ça aussi. Donc aujourd'hui, il faut être technicien, il faut aimer le sol pour s'occuper de la vie du sol, les plantes, les animaux, tu as des collègues, donc il faut avoir cette relation de travail. En même temps, il faut gérer les relations humaines, l'humain.
Et donc souvent dans le monde agricole, on n'est pas du tout prêt et pas du tout formé pour gérer l'humain. Il faut gérer l'administratif, il faut gérer toutes les contraintes de normes et compagnie, et il faut gérer le financier parce que sinon c'est pas durable. Tu vois, si ça dure 2 ans et que c'est parfait, c'est top. Mais moi, ma ferme, ça fait 30 ans qu'elle est là. Tu vois. Alors justement, là, tu vois, par rapport à ce que tu dis. Moi, je contacte des artisans, ils vont me dire la même chose pour un charpentier, un plombier, ils vont me dire il y a 10% des gens qu'on embauche qui tiennent le coup. C'est un discours général. Est-ce que tu penses pas que, en élargissant le débat au-delà de l'agriculture, est-ce qu'il n'y a pas, pour revenir à Steiner, est-ce qu'il n'y a pas ce libre arbitre là, est-ce qu'il manque pas ce punch de dire je vais là et j'y vais, au lieu de dire Tu sais, avant, on parlait de l'alimentation et de l'importance. Donc, je pense que quand tu as une alimentation déficiente, déséquilibrée, tout ça, tu peux pas avoir la même force d'intention. T'as pas l'énergie. Tu peux avoir les mêmes projets, t'as pas les mêmes aspirations, t'as pas les mêmes rêves. Et aujourd'hui, toutes ces choses-là sont manipulées par la communication. La pub, on te fait rêver de ci, de ça, etc. On te montre un truc et pour te vendre autre chose, ça a toujours existé. Et effectivement, ils sont très forts, ils nous manipulent dans nos traits du caractère et tout ça. Et c'est vrai qu'il faut une force de caractère pour s'extraire un peu de tout ça. Et donc, si tu as une vie saine, une alimentation de qualité, c'est peut-être plus facile de décider qu'est-ce que tu veux, plutôt que de te laisser emporter par le flot de la société moderne actuelle. On a traité du thème de la biodynamie à BioBernet. 99% des gens, même quand ils sont branchés bio, ne savent pas ce que c'est. Oui. Ou sinon, ils ont une idée. L'idée, c'est quoi? C'est la Lune. C'est la Lune. Oui, mais je sais pourquoi. Voilà. À cause du calendrier lunaire. C'est que moi, j'ai été jardinier. C'est un truc qui est connu pour les jardiniers, quoi. Ouais. Mais comme si il y a la journée avec l'heure précise pour planter le truc. Mais c'est quand même pas ça, la biodynamie rationnelle. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est un des éléments de la biodynamie. Et effectivement, dans notre cahier des charges biodynamiques Déméter, on utilise le calendrier, on fait attention. Et en réalité, concrètement, on le fait. Parce qu'il y a un impact, il y a un effet. C'est un effet subtil et minime. Donc c'est un effet qualitatif. Et par contre, la vraie différence, donc l'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture dont on a parlé avant, donc il va utiliser les pesticides, les engrais et tout ça, et toutes les méthodes modernes. Productivistes. Ouais, productivistes. L'objectif, c'est de produire à fond la caisse, quitte à détériorer l'environnement, à polluer l'eau, l'air, les consommateurs et compagnie. Des implants qui font favoriser la pousse, la production, voilà. Tout plein de choses, quoi. Ça, c'est l'agriculture conventionnelle. Voilà. Avec la courbe, tu sais, qui monte, et que ça doit monter tous les ans. Tu connais la croissance perpétuelle. Oui, mais ça n'existe pas, ça. Ni dans la nature, ni dans autre chose. Et aujourd'hui, on est déjà sur des limites de rendement depuis longtemps, parce que pendant longtemps, ce qui a fait l'évolution, c'est même pas les engrais, les pesticides, c'est la génétique des plantes. C'est là où on était très fort, c'est dans la sélection génétique. Le problème, c'est qu'à force de trop sélectionner, en fait, tout devient très sensible. Et puis pauvre en vitamines aussi. Et donc on a toujours sélectionné par rapport à la quantité. Or nous, quand on choisit une variété de carottes, par exemple, c'est très important de choisir une variété qui a un bon goût, parce que le goût, il dépend de la variété, et après il dépend du type d'agriculture, et il dépend du rendement. Donc la qualité organoleptique est liée au type d'agriculture, quoi. Donc le conventionnel, j'ai un voisin qui fait des carottes au conventionnel, il va faire 100 tonnes à l'hectare. Nous, on a la biodynamique, quand on réussit à faire 30 tonnes à l'hectare, on est déjà très content. Donc on fait un tiers. Et donc tu imagines, mais chez nous, tous les nutriments, au lieu d'être dilués sur 100 tonnes, ils sont concentrés dans les 30 tonnes. Et nos carottes ont un vrai goût de carotte. Et nous, quand on trie des carottes dans le hangar, quand tu rentres dans le hangar, de loin, tu sais déjà qu'ils sont en train de tirer, parce qu'il y a une arôme de carotte, il y a un goût de carotte, et les carottes sont bonnes. Et donc c'est quand même dommage, si tu veux, d'acheter des produits qui sont pleins de pesticides, d'engrais, et qui sont vides de nutriments. Donc c'est quand même de l'eau qui est chère, tu vois, acheter de l'eau. Que disent les gens quand ils viennent manger chez nous, parce qu'on mange les carottes du jardin en ce moment. Bah oui. On en a encore. Et les gens ils disent mais c'est des carottes du jardin. Bah oui, parce qu'elles ont du goût. C'est bête à dire, mais elles ont du goût. Voilà. Et le goût est lié effectivement des fois au terroir, mais souvent au type d'agriculture. Donc si tu mets pas d'engrais, si tu forces pas, si tu rajoutes pas de l'eau, tous les 8 jours t'as ça. Mais la biodynamie, c'est encore autre chose. Et donc l'agriculture biologique, c'est ce qui est devenu standard, naturel et écologique aujourd'hui. Donc c'est sûr que dans la réglementation, c'est clair, c'est pas d'engrais de synthèse, pas de pesticides de synthèse et pas d'OGM.
Et donc, avec des obligations de rotation des cultures. Donc, tu peux pas mettre du maïs 3 fois d'affilée sur ta même parcelle. Donc, chaque année, ça change. Une année, maïs, blé, pommes de terre, autre chose, etc. Éventuellement, une luzerne ou un engrais vert, plutôt que jachère. Donc, c'est ça l'obligation. Donc, c'est relativement strict. Le cahier des charges est important. C'est très contraignant pour les producteurs. Mais quand on décide... une qualité minimum, quoi. Bah oui, mais quand on décide de faire ça, c'est une vraie décision, normalement. C'est autre chose. Et donc, ça, c'est la bio, globalement. Et donc, c'est contrôlé, c'est certifié, c'est tracé, et c'est marqué sur le produit quand vous l'achetez, agriculture biologique. Voilà, ça c'est la définition de l'agriculture biologique. L'agriculture biodynamique, donc qui est l'ancêtre de l'agriculture biologique. Il y a on se rend compte que c'est une agriculture qui est liée à l'univers entier, donc c'est cosmique. Donc on prend en compte ce côté calendrier, impact des planètes et des étoiles sur la production qu'on fait, mais c'est une petite chose. Et la vraie différence, c'est l'utilisation de préparations spécifiques qu'on appelle préparation biodynamique. Donc il y a une préparation qu'on fait à base de bouse de vache. On utilise 100 grammes à l'hectare chaque année, donc 100 grammes pour 10 000 mètres carrés. Et rien que de pulvériser ça sur le champ, avec un suivi de 40 ans dans un institut suisse, on a 50% du vide du sol en plus. Ça veut dire qu'on donne un message à ce sol, va vers la fertilité, va vers l'orthofertilité, etc. Donc c'est un message, hein, parce qu'à la fin on filtre le produit et il n'y a plus que des gouttes d'eau qui tombent sur le sol. Va vers la fertilité. C'est le principe de l'homéopathie. Et ce message, c'est plus 50% de vie du sol. Et ça fait toute la différence. Mais vraiment, c'est la prise en compte de l'invisible. Et tout les à fait. planètes, c'est invisible. Ce que tu dis, oui. 100 grammes à l'hectare, tu rigoles, c'est peanuts, c'est de l'homéopathique, quoi. Oui. Donc, mais là, on est sur des actions. L'invisible est partout. Énergétique. Regarde, tout le monde respire. Et l'air est invisible. C'est quand même bizarre. Pas moi le fondateur des médecines de l'âme qui va dire le contraire. Oui, c'est ça. On l'a pas vu dans le microscope, l'âme. C'est ça. Mais on est d'accord qu'il y a une dimension de prise en compte de l'invisible dans la biodynamie que t'as pas forcément ailleurs, quoi. Et avec ça, donc biodynamie, c'est renforcer la dynamique de la terre, surtout la dynamique du vivant. Et donc avec quelques préparations, après on a une autre préparation à base de silice, on utilise 3 à 4 grammes pour 10 000 mètres carrés. Donc on est obligé de dynamiser ça dans un truc. Et avec ça, on donne un message aux plantes pour se mettre en meilleure relation possible avec le soleil, parce que la plante, c'est de la photosynthèse à 90%. Tu vois, tout le reste. Donc si la plante n'a pas de soleil, elle est autotrophe et ça n'existe pas. Et s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'animaux et il n'y a pas d'êtres humains. Donc c'est quand même une base quelque part. Et donc ça, si tu veux, la plante est en lien avec tout son environnement. La plante n'a pas le choix. Une fois qu'elle est plantée, elle peut pas se déplacer et elle est obligée de faire avec l'environnement. Et donc, nous, on rajoute 2 petits messages en disant sois bien avec un sol qui est vivant et sois bien avec tout ton environnement, entre autres le soleil. Et ça, c'est la particularité de la biodynamie. Et si tu ne fais pas ça, t'es pas en biodynamie. Donc, en gros, on pourrait synthétiser en disant c'est vous favorisez la vie des plantes et de ce que vous produisez, les animaux et tout, pour favoriser la vie de l'humain, mais à tous les niveaux, y compris spirituel. Tout à fait. Ça, c'est la vision de Stein. Tout à fait. Et bios, ça veut dire vie, c'est la vie. Oui, en bio, on a la vie. Mais en biodynamie, c'est rendre vivant tous les processus de la vie. Donc ça va de la vie du sol jusqu'à l'évolution spirituelle de l'être humain qui va consommer ses aliments. Super. Et alors, comment tu vois une évolution positive à tout ça, alors, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'évolution. Merci Pierre pour ta... Une évolution positive à tout ça, alors. La vie est forcément sûre de gagner, puisqu'il n'y a rien d'autre. Oui. Non, ce qu'il y a, c'est qu'est-ce que je peux faire moi? Donc effectivement, à l'époque, j'ai beaucoup voyagé. Qu'est-ce que j'ai fait à la fin? Je suis revenu en Alsace, dans mon petit village. J'ai récupéré la ferme de mes parents pour qu'elle soit pas dilapidée ou transformée en maïs. Et j'ai fait de l'agriculture biologique et biodynamique pour nourrir sainement tout plein de clients qui sont des amis aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, moi, ce que je peux faire, c'est continuer à intervenir dans des événements comme le tien, continuer à intervenir sur des congrès. Donc j'adore voyager, donc je me déplace dans le monde entier, pas de souci, pour parler d'agriculture biologique, d'agriculture biodynamique, de la santé du sol, la santé des êtres humains. Et ça, c'est ma part, si tu veux, de colibri. Oui. Moi aussi, j'ai rencontré Pierre Rabhi, effectivement, certains moments de mon parcours. C'est ma part de colibri. Après l'évolution de l'homme sur Terre, l'histoire de Steiner, c'est qu'on arrive de loin. Donc il y a eu des planètes déjà sous une autre forme,
Et il y en aura encore sous d'autres formes. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui survit à l'être humain? L'âme, l'esprit, etc. Donc, nous, qu'est-ce qu'on essaie? On essaie de développer quelque chose d'autre qui aille plus loin. Et peut-être que ça a une chance de survivre, peut-être dans un autre monde, dans un autre truc parallèle, dans quelque chose qu'on connaît pas aujourd'hui. Oui, parce que tu es focalisé sur l'être et pas sur l'avoir. Bah oui. Et l'avoir, tout sera perdu, ça c'est clair. Et une chose qui est claire, c'est... Il paraît qu'on perd tout. Bah oui. C'est pareil, ce truc. Et qu'on va mourir, ça c'est clair. C'est le destin de tout le monde. Et de toute façon, les choses arrivent, elles vivent un certain temps, elles disparaissent. Et c'est l'ordre des choses, c'est même l'ordre cosmique, tu vois. Donc si on développe autre chose, quoi qu'il arrive, que ce soit aujourd'hui, la Terre entière disparaisse, ou dans 50 ans, ou dans 1000 ans, on sait qu'il y aura une suite, si tu veux. Cette masse d'énergie, elle va se transformer en autre chose. Ça peut pas disparaître comme ça. Ce que je sens chez toi, Maurice, ça peut être la conclusion. J'ai l'impression que tu es en paix avec les choix que tu as fait avant et que tu fais encore maintenant. Bah oui, hein. Bah oui, c'est un peu l'objectif. Hein. C'est peut-être ça, l'essence humaine. C'est juste de partir en paix avec ce qu'on a fait. La mort, c'est comme d'autres choses, tu vois. On peut l'étudier. C'est elle qui aura le mot de la fin, mais on peut l'amadouer un peu. Quelque chose qu'on connaît, c'est un peu familier et c'est un peu plus facile au moment où ça arrive. Donc, il existe des stages, des formations, des choses, je sais pas ce que vous proposez vous aussi, où on peut un peu avoir une idée plus précise qu'est-ce que c'est, et puis savoir d'où on vient, où on va aller et à quoi ça a servi notre passage sur Terre. Hein. T'es allé en Chine, c'est la sagesse chinoise. Un sage, on le représente toujours dans son jardin. Hein. On ne le représente pas derrière un ordinateur. Ouais, ça c'est vrai. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire, par exemple, qui veut se lancer dans la biodynamie? Donc aujourd'hui, j'interviens régulièrement, effectivement, sur des formations biologiques et biodynamiques, sur des congrès, donc on peut m'inviter à venir faire quelque chose. On peut t'inviter. Moi, j'ai une ferme où effectivement on accueille des gens aussi qui veulent faire des stages ou des choses comme ça. J'organise une manifestation que tu connais qui s'appelle BioBernay, qui a lieu au mois de septembre chaque année à Aubernay, qui accueille 15 ou 20 000 visiteurs, où c'est des endroits où on peut apprendre à connaître des producteurs biodynamiques, et je suis présent tout le temps, et donc on peut me trouver facilement à cet endroit-là. Ça, c'est un bon moyen, BioBernay, hein, parce que là, il y a beaucoup de contacts à faire. Hein. Tout à fait. Hein. Ouais. C'est fait pour. BioBernay a été créé pour la rencontre de tous ces mondes. Et quand je suis arrivé dans ce monde de biodynamie, tout était très cloisonné, séparé. Et les gens ne se fréquentaient pas, même des fois entre le bio et la biodynamie. Donc moi, j'ai trouvé ça bizarre. Hein, tu vois. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est un événement. Et on a invité tout le monde. Et on a invité, bien sûr, les visiteurs, donc, qui étaient les clients du futur, à venir prendre contact de façon réelle et authentique, c'est-à-dire de façon humaine, d'âme à âme, lors d'un événement concret qu'on a organisé. Et le prochain BioBernay, c'est septembre? Prochain BioBernay, donc c'est 19, 20, 21 septembre. Et le thème, c'est l'alimentation et la santé. Ah ben voilà. Parce aujourd'hui, on n'a même pas le droit d'en parler librement par les réglementations. Oui. Par contre, une manifestation, on peut en parler librement. Et pour te donner un scoop pour 2026, le thème de BioBernay 2026, ça sera comment, il n'est pas encore défini précisément, c'est retrouver l'enthousiasme dans tout ce qui existe, dans tout ce qu'il faut, dans tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est une belle thématique pour 2026. Donc cette année, c'est que ton aliment soit ton médicament. Par exemple. Je sais pas qui a dit ça, mais... Ok, super. Merci beaucoup, Maurice. Merci, Gilles. Et puis à bientôt. Ouais, bah écoutez, au plaisir. Hein. Ouais.